7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Mon kawa brûlant. En fait, pour être franc, Kim, j'étais un peu à court et à sec hier pour rédiger mon kawa brûlant. Alors, en panne d'inspiration, j'ai allumé la télé. Et bingo, je vais être honnête, j'ai pas eu le choix. Hier après-midi, grand spectacle en live sur 4 chaînes de la TNT. Sur la 15, bam. Sur la 16, pareil. La 26, pareil. La 27, pareil. Un homme en cravate, en multidiffusion, a prêché la bonne parole devant des fans survoltés. Jordan Bardella a lancé sa campagne pour les européennes à Marseille. Et oui, terre d'accueil et d'ouverture. Alors fini le FN d'un Jean-Marie Le Pen montant sur scène, bras en V, propos de tribun rappelant les grands discours de dictateurs fascistes. Non, voici un jeune homme de 28 ans en costume cintré, coiffé parfaitement. Vous savez, cet ami ou ce gendre parfait qui n'a pas oublié de venir avec un cadeau et un dessert au repas du dimanche. Gestes maîtrisés, discours sans lire ses notes. Il a été bon, faut le dire. Il avait l'air sympa, cette figure française de l'extrême droite. Face à ce nouveau symbole de normalisation du racisme et de la xénophobie, je voulais profiter de mon temps d'antenne ici pour rappeler la réalité de certains membres du RN actuel. Comme dans un film de braqueur, tu sais, voici leur présentation. Commençons par le négationniste Frédéric Boccaletti. Alors, il a tenu, lui, une librairie révisionniste, le coquin. Autre fait d'armes, malheureusement, il n'y a pas de jeu de mots. Il a également été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir tiré sur un colleur d'affiches noires. Et que fait-il aujourd'hui? Promotion, il est député RN. Ouais, pas mal pour un délinquant violent. Ça doit être sympa les soirées à la buvette d'ailleurs avec lui à l'Assemblée. Numéro 2 de mon palmarès, le raciste assumé, Grégoire de Fournas. Alors lui, c'est un identitaire affiché. Voilà, il a même fait partie d'Unité Radicale. C'est une faction d'ultra-droite à laquelle avait appartenu Maxime Brunery, l'homme qui avait tenté d'assassiner Jacques Chirac. Son groupe dissous, il a rejoint la politique et le FN, devenu RN. Bim, magie, il est élu député. On nous promet qu'il est assagi. Eh bien, à l'Assemblée, pour ses débuts, il lance un député LFI, retourne en Afrique. Ça, c'est de la normalisation comme on l'aime. Citons également Monsieur le maire qui n'aime pas modérer, Julien Sanchez, maire RN de Beaucaire et cadre du parti depuis 10 ans. Or lui, il a été condamné par la justice pour avoir laissé proliférer des insultes racistes sur sa page Facebook officielle. Évidemment, les messages haineux étaient destinés aux musulmans. Tiens donc, le maire s'est élu chargé du bon vivre ensemble, c'est bien connu. Désolé, j'ai pas 2 heures, mais c'est pas ma faute, tu en restes un petit peu. Oui. Ouais, donc la liste est longue. Oui, le sénateur imitateur de nazis aussi, ça, ouais. Alors, David Rachlin, pourtant connu, maire de Fréjus. Alors lui, c'était illustré dans une vidéo, on la retrouve sur les réseaux si vous voulez vous faire plaisir, en prenant l'accent allemand et dans une berline, il avait cru bondir la voiture du Führer en s'exclafant derrière. Depuis, il est l'un des poids lourds du RN et un baron local. Bon, et comme il faut aussi de la délinquance à col blanc, il en faut pour tout le monde, tous les types d'infractions. Citons la chef du gang, Marine Le Pen, mise en examen pour abus de confiance avec son ex d'ailleurs, Louis Alliot. Elle est accusée d'avoir salarié avec des fonds européens des collaborateurs qui travaillaient en réalité pour le Front National. C'est aussi grave, voire plus au regard de ses responsabilités que des fraudes aux prestations sociales de simples kidam. Marine Le Pen sera jugée au tribunal correctionnel comme papa. Elle risque d'avoir son petit casier judiciaire, sa petite ligne. Ça, ce sont les profils les plus connus. À l'heure de cette banalisation interne du RN et de l'extrême droite en général, je voulais rappeler ces évidences. Vouloir gouverner un pays en appelant à longueur de journée à l'exemplarité interpelle quand on a dans ses rangs de telles brebis galeuses. C'est une modeste piqûre de rappel à celles et ceux qui voudraient céder à ces sirènes électorales. L'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami. C'est un peu l'adage que j'aimerais qu'on ait en tête. Najat Vallaud-Belkacem, vous auriez pu imaginer lorsque vous étiez ministre le RN aussi haut? Il était déjà assez haut, mais là, on a l'impression que plus on avance, plus on pète les scores et les pronostics. Non, mais en fait, le sujet, c'est pas simplement celui des résultats qu'il fait dans les sondages d'opinion, c'est du traitement qui lui est réservé aujourd'hui, et notamment du traitement médiatique et du coup politique par extension. L'exercice que vous venez de faire à l'instant, c'est-à-dire de rappeler qui sont les gens qui composent le RN, il est très rarement fait. On a comme abandonné ce combat-là, le jugeant inutile, vain, etc., alors que pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il est au contraire essentiel? Parce que la raison première pour laquelle les gens vous disent bon, allez, pourquoi pas voter pour le FN, ou le RN, pardon, c'est après tout, on a tout essayé sauf cela.
Mais en fait, donc c'est vraiment une envie de nouveauté, une envie d'autre chose. Sauf que cette autre chose-là, il n'est pas suffisamment qualifié aujourd'hui. On ne dit pas assez en quoi consisterait la gestion du FM. Et il y a même, on est sur Beurre FM, on le dit, parce qu'on ne va pas se cacher, il y a aussi des citoyens français d'origine maghrébine, peut-être tellement déçus par le macronisme, qu'ils se disent « Allez, mais tant pis, je vais même voter pour elle ». Ça aussi, c'est fou, non ? C'est une façon aussi de dire que les forces politiques au pouvoir, et notamment celles qui y est actuellement, déçoivent, et notamment lorsqu'elles prétendent lutter contre le Rassemblement national, mettre des digues, etc., appellent au vote utile en leur faveur, et sur des textes comme par exemple la loi immigration, semblent au contraire courir après le Rassemblement national. Donc en fait, c'est vraiment un désenchantement démocratique qui s'est installé dans notre pays. Mais je le redis, ce désenchantement démocratique ne justifie pas, in fine, qu'on en vienne à voter pour une force absolument réactionnaire, parce que vous ne l'avez pas dit, vous avez cité plein de choses qui ne vont pas dans le Rassemblement national. Il y en a une que vous n'avez pas citée, c'est, mais anti-égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, aujourd'hui, au Congrès, on va inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Eh bien, le seul sénateur, au moment où ce texte est passé il y a quelques jours au Sénat, qui est voté contre ce texte, c'est Stéphane Ravier du Rassemblement national. Ancien FN devenu Zemmour, mais bon, qui a fait toute sa carrière proche de Jean-Marie Le Pen. Exactement. Donc si vous comptez sur le Rassemblement national pour défendre vos droits, vos libertés fondamentales, l'égalité entre les femmes et les hommes, sans parler même de l'égalité entre citoyens, quel que soit leur statut ou leur extraction, eh bien vous mettez un doigt dans l'œil. Donc c'est ça qu'il faut raconter aux gens. C'est de la faute de qui ? Le gouvernement qui laisse, comme vous l'avez dit, peut-être s'infiltrer le RN, qui peut-être a été aussi un peu arrangeant avec la loi immigration. Est-ce que c'est la droite qui a couru après l'extrême droite, ou est-ce que c'est vous, la gauche, car vous n'avez pas apporté de solution ? Vous avez déçu. Je vous appelle la gauche. Ouais, j'adore. Moi je pense que derrière ce que vous dites, il y a quelque chose qu'il faut en effet creuser, qui est intéressant. Et ça, c'est ma thèse depuis pas mal de temps déjà. C'est que je pense que les partis qu'on va appeler de gouvernement, droite, gauche, etc., ils ont quand même un petit sujet. Alors, on n'est pas sur les mêmes options, évidemment, on ne partage pas les mêmes projets de société, etc. Mais il y a un petit sujet quand même qu'ils ont en commun, qui est une petite faiblesse, à mon avis, qui est qu'ils sont composés de trop peu de personnes d'origine populaire, réellement populaire. Et comme ils sont composés de trop peu de personnes d'origine populaire, ils sont obligés d'imaginer le peuple, de le fantasmer en quelque sorte. Et souvent, ils en viennent à la conclusion que, en fait, le peuple, l'opinion publique française, etc., quand même, pour partie, donne raison au Rassemblement national. Mais c'est un vrai reproche qu'on a fait au PS et qu'on fait encore, qui est normalement le parti populaire, le parti de gauche qu'on dit déconnecté. Alors évidemment, on parlait de la gauche caviar, qu'on dit aussi loin d'avoir fait émerger des visages issus de la diversité. Je déteste ce mot, mais j'ai pas trouvé mieux. Pendant longtemps, on a dit au PS, les Arabes, ils sont militants, ils font partie de la base, on les met en liste non éligible lors d'élections européennes ou locales, mais les postes à responsabilité, là j'ai face à moi une exception. Hein. Là j'ai Zidane en équipe de France, mais alors je voudrais juste préciser une chose. Quand je dis le peuple, dans mon esprit, c'est pas que les Arabes comme vous venez de le dire. Mais c'est pour ça. Non, mais moi j'ajoute cette dimension parce qu'on est ici sur Beurre FM. Y compris social. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des ouvriers, est-ce qu'on a des paysans, la réponse est malheureusement non. Franchement non. Est-ce qu'on a des mères de famille monoparentales, des choses comme ça. Donc en fait, le sujet c'est celui-là, c'est que à défaut d'être composé de façon représentative réellement de la diversité de la société française, les partis politiques dits de gouvernement se mettent à fantasmer ce qu'est ce peuple et ce qu'il pense. Et il y a une espèce de facilité à se dire, ils pensent ce que les sondages nous disent, puisque les sondages nous disent qu'ils adhèrent aux thèses du RN. Mais ça reproche à faire encore plus à la gauche donc, en fait, et au PS. Non mais à choisir, on se dit allez, si je caricature, la droite c'est le parti des riches, la gauche c'est le camp des populaires, et la gauche n'a pas fait le taf. Si vous voulez entrer dans la comparaison entre ces partis de gouvernement, je suis pas d'accord avec vous, parce que si vous comparez par exemple, mettons la Macronie aujourd'hui et la gauche, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'extraction populaire dans la Macronie, essentiellement là, constituée de cadres, on va dire. On compare avec le pire entre guillemets, pardon. Donc bon, disons, on n'est pas là pour faire des comparaisons
raison, mais disons que globalement, les partis de gouvernement doivent s'interroger sur ce point et se dire, il faut absolument qu'on ouvre à fond les vannes pour attirer. Et alors, comment on attire à nous ? Ça veut dire se repenser, ça veut dire une autre façon de parler aux gens, un autre vocabulaire. Ça veut dire que les gens, pour venir dans les partis politiques, ils trouvent un intérêt, de la solidarité, une communauté, et pas simplement des bisbilles pour avoir des places sur des listes, etc. Donc en fait, c'est vraiment une question qui se pose à ces formations qui sont essentielles pour la démocratie et qui semblent usées aujourd'hui. Voilà. Mais ensuite, du coup, quand on aura le peuple, entre guillemets, dans toute sa diversité, dans nos rangs, on pourra voir que c'est pas vrai, qu'il est refermé sur lui-même, qu'il est xénophobe. C'est pas vrai, le peuple, c'est pas ça. Si vous êtes dans votre voiture, ne rêvez pas, Najat Vallaud-Belkacem est sur le retour ou pas sur la scène politique. Réponse après la pub qui me disait ça. Exactement. Avec mon invité Najat Vallaud-Belkacem. D'ailleurs, on dit Najat ou Najat ? Najat, ok. Alors pour vous, Marine Le Pen présidente, c'est une chance sur deux, c'est plus d'une chance sur deux, c'est moins d'une chance sur deux en 2027 ? Tout dépend de la façon dont les partis politiques se comportent pendant les 3 ans qui viennent et du coup les médias aussi, parce que moi vraiment je ne sous-estime pas le rôle des médias. Hein. Ça vous inquiète, ça fait 2 fois que vous en parlez. Ça continue de façonner l'opinion publique, quoi qu'on en dise. Il y a le cas CNews qui est spécifique, mais au-delà de ça, on a l'impression que tout le monde court après cette logique médiatique. Honnêtement, oui, c'est-à-dire que ça installe un cadre mainstream d'une certaine façon de normalisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Finalement, on prête moins d'attention à la gravité des propos tenus, on va moins creuser. J'ai quand même l'impression que le Rassemblement national est une formation politique qui n'est pas scruter, traiter de la même façon que les autres le sont. Par exemple, quand éclate un scandale, je sais pas, y compris d'ailleurs les affaires au Parlement européen de Marine Le Pen, qui a salarié des collaborateurs qui étaient occupés à autre chose, j'ai l'impression qu'on en fait moins des gros sujets pour expliquer ce qui se passe, en quoi est-ce que c'était illégal, etc. On devrait le faire davantage. Il y a une complaisance, c'est ce que vous dites. Il y a une forme, soit on le normalise jusqu'au bout, et dans ce cas-là, la normalisation jusqu'au bout, c'est pas seulement la normalisation de ces thèses xénophobes, c'est aussi la normalisation du traitement de ces élus, et dans ce cas-là, on les enquiquine autant qu'on enquiquine les autres. Je vais vous poser une question qu'on a posée pas mal ces derniers jours. Il y a eu des auditions aux commissions d'enquête parlementaire de responsables de Canal+ et CNews. Faut-il interdire CNews ou pas ? Ah, mais là c'est un débat. Hein. Le Conseil d'État s'est quand même prononcé pour qu'il y ait une maîtrise d'antenne de CNews. Moi je pense que pour ces débats-là, ces débats-là, ne soient pas justement idéologisés ou semblent l'être, le mieux c'est d'avoir une règle claire. Est-ce qu'on a une règle claire aujourd'hui ? Je suis pas sûre. Je vais vous en donner un exemple de ce que j'entends par règle claire, parce que quand j'étais ministre des droits des femmes, par exemple, j'en avais fait adopter dans une loi de 2014 sur l'égalité femmes-hommes, j'avais fait inscrire le fait que le CSA, à l'époque, devenu l'ARCOM depuis, donc le gendarme de l'audiovisuel en quelque sorte, devait sanctionner une chaîne chaque fois qu'il était établi qu'il y avait eu des propos sexistes qui avaient été tenus ou une mise en scène sexiste contre l'image des femmes. Le fait que ce soit inscrit dans la loi, très clairement, en définissant ce que c'est que des propos ou un comportement sexiste, fait que depuis cette loi, très régulièrement, vous avez des téléspectateurs qui, quand ils le constatent, un truc qui va pas du tout sur une chaîne, et ça arrive souvent à comment ça s'appelle, la chaîne de Cyril Hanouna par exemple, TPMP pardon, l'émission, quand ils constatent ça, ils envoient en force des messages à l'ARCOM qui ensuite vérifie cela et sanctionne, et y compris ça peut aller chercher assez loin les montants financiers. Donc ça c'est une règle claire. Pour revenir à votre question, j'ai l'impression ça n'a pas l'air de les dissuader quand même. Il y a des amendes qui se multiplient et ils continuent leur petit chemin quand parfois même. Quand ça atteint plusieurs millions d'euros, mais ils sont là encore. D'accord. Honnêtement, si. Bon, après, je veux dire, il en va aussi de la responsabilité des téléspectateurs, pardon. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de la regarder, cette chaîne. Et même nous, enfin, je veux dire, je dis nous, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais moi, par exemple, j'essaye de m'abstenir de commenter des choses qui se sont déroulées sur CNews, sur les réseaux sociaux, parce que c'est une façon de leur donner de l'audience. En réalité, on relaie sans s'en rendre compte, y compris en voulant protester. Donc, moi, je suis à la fois pour qu'on ait des règles claires sur qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans notre paysage audiovisuel, qui permettrait ensuite de dire, en effet, il ne faut plus donner d'ondes à cette chaîne. Et puis, deuxièmement, que les téléspectateurs se prennent en main et puis soient aussi responsables comme citoyens de leur choix.
parlons de la grande œuvre d'Emmanuel Macron, de son quinquennat actuel, deuxième quinquennat, la loi immigration. Il a injecté la préférence nationale. J'imagine que ça vous a plu, cette idée. Évidemment, je suis ironique. C'est rhétorique. Non, ça m'a pas plu du tout. Vous l'imaginez bien. Moi, vous savez, si j'ai pris la présidence de France Terre d'Asile, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est pas juste pour avoir encore beaucoup de choses à faire et de responsabilités. C'est parce que je suis absolument convaincue que les années qui viennent vont se jouer en grande partie sur notre capacité à être à la hauteur du droit d'asile, à continuer de le défendre ou au contraire à adopter cette espèce de posture facile qui consiste à tout jeter à la poubelle, tout ce que nos ancêtres ont conquis de haute lutte. Je veux dire, le droit d'asile, c'est un droit absolument fondamental. Il faut rappeler de quoi on parle. C'est des gens qui sont persécutés dans leur pays, qui risquent la mort ou la mort de leurs enfants et qui les prennent sous le bras et qui fuient, qui traversent des déserts, des situations improbables, des violences inouïes pour pouvoir arriver, y compris en traversant la Méditerranée, au péril de leur vie une fois de plus, enfin sur nos côtes, pour nous demander de l'aide. C'est de ça qu'on parle. Parce que c'est fou, ces évidences presque universelles, elles apparaissent aujourd'hui presque ou marginales, ou pardon, bien pensantes. Oui, je sais, on est droit de l'homiste quand on dit ça. Droit de l'homiste, ils disent... Comme si être humain, c'est pas bien. Absolument, exactement. Donc en fait, vous savez, c'est vraiment le renversement de valeur en fait. Mais on y est complètement. Mais qu'Emmanuel Macron, il valide ce chemin, c'était. Mais vous le connaissiez, vous étiez dans le même camp, vous pouviez pas l'appeler, lui dire stop, Manu, mince. Alors déjà, on se parle pas sur ce ton-là. Emmanuel, c'est pas bien. Non, on se parle pas. D'abord, on se parle pas beaucoup, mais on se parle pas sur ce ton-là. Et surtout, malheureusement, je crains que ça y est, la machine soit déjà partie trop loin, quoi. Et c'est d'ailleurs en ça que me surprennent les gens qui continuent de se dire de gauche et qui continuent d'adhérer aux thèses macronistes, parce que en fait, je comprends pas. Il y a une espèce d'aveuglement total ou de volonté de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Mais vous êtes tous aveuglés, vous en premier, parce que vous étiez dans le même camp. Mais moi je n'ai jamais soutenu Emmanuel Macron. Non, bien sûr. Non, mais je dis c'était un collègue. Vous n'étiez pas ministre au même moment. Ah oui, enfin je veux dire, si, on a été ministre au même moment, mais justement, quand il a commencé son aventure En Marche, je ne l'ai jamais soutenu précisément parce qu'il me manquait la colonne idéologique qui pouvait me rassurer sur son sens de l'intérêt général et du bien commun finalement pour ce pays. Donc c'est précisément pour ça, vous savez, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de le soutenir à l'époque. Mais c'est pour cette raison précise que je ne l'ai pas fait, et franchement, tous les jours je m'en félicite parce que de fait, il n'a cessé au fil du temps de se droitiser et de donner à voir l'inconsistance, le manque de colonne idéologique justement que j'évoquais tout à l'heure, et notamment sur ces questions de droits humains, de liberté fondamentale, d'équité, de justice, d'égalité. Voilà, où on a le sentiment que ça ne l'anime pas particulièrement. Le problème, c'est que ce gouvernement est en train de jouer avec le feu, parce que précisément, en ayant, par exemple, sur la loi immigration, en ayant ouvert les vannes à toutes ces discussions, au Sénat en particulier, ces amendements qui allaient toujours plus loin dans la xénophobie, etc., on a installé encore plus cette normalisation des tests du RN qu'on évoquait tout à l'heure. Et quelques temps plus tard, la préférence nationale, ça semble être une mesure finalement anodine qu'on peut adopter au détour d'un texte. Et c'est ça le problème. Alors finalement, ça a été cassé par le Conseil constitutionnel, comme vous le savez, mais il n'en reste pas moins que la loi immigration, elle reste problématique. Plus personne n'en parle. Ça y est, c'est derrière nous, mais elle reste problématique. Le droit d'asile, j'y reviens. Je disais que c'était très important de le défendre. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, ça nous concernera, nous. Et on sera très content que ce droit existe à l'échelle internationale. Donc pourquoi est-ce que c'est très important, pourquoi est-ce que cette loi immigration met à mal ce droit d'asile ? Eh bien parce qu'il reste dans le texte, par exemple, le fait que désormais la Cour du droit d'asile, la Cour d'appel du droit d'asile, la CNDA, siégera non pas avec plusieurs juges, mais avec un juge unique, que vous pourrez, comme demandeur d'asile, être placé en rétention au moment de votre dépôt de demande d'asile, alors que vous n'avez rien fait de particulier. Donc en fait, c'est des garanties procédurales qui se grignotent, qui se restreignent et qui rendent la tâche ultra compliquée. Quand vous êtes mineur isolé étranger, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le mécanisme, désormais, au terme de cette loi, vous n'aurez, une fois que vous avez atteint l'âge de 18 ans, donc vous avez été accueilli par l'aide sociale à l'enfance,
à l'âge de 18 ans, vous n'aurez plus accès, comme les autres enfants placés, au contrat jeune majeur qui permet entre 18 et 21 ans d'avoir une petite aide pour pas vous retrouver SDF à la rue. Donc on introduit des discriminations entre les jeunes en fonction de qui ils sont et d'où ils viennent. Donc il y a des choses franchement affreuses dans cette loi. On va la résumer comme ça. Moi j'assume une loi affreuse. Je veux revenir aussi avec vous sur votre livre, évidemment, le ghetto scolaire. Vous réalisez un diagnostic sévère de l'état de l'école en France. C'est quoi le problème ? Évidemment, cette question est tellement large, mais c'est quoi notre école ? L'école qu'on avait... Notre école à nous, l'école publique, qui nous a permis, vous, d'être ministre, moi, d'être journaliste, c'est fini, ça y est, c'est un fantasme ? C'est derrière nous ? En fait, c'est terrible parce que on aime bien l'idée que l'histoire soit l'histoire d'un progrès constant, qu'on va toujours vers du mieux. Et de temps en temps, sur certains sujets, on voit quand même que c'est pas le cas et que les choses, au contraire, se désagrègent. Et moi, j'ai vraiment le sentiment, en effet, que s'agissant de l'école, c'est pas l'école dans son ensemble qui se désagrège ou qui s'affaiblit, c'est cette question de la mixité sociale, c'est-à-dire de la façon dont les élèves sont mélangés dans les établissements ou pas, qui clairement a pris du plomb dans l'aile. Et depuis plusieurs années, à mesure que s'installait finalement en France cette idée dans la tête de nombreux parents, qui n'avaient d'ailleurs pas forcément tort, c'est ça qui est le plus terrible, que pour que leur enfant ait le maximum de chances de réussir, il fallait pas qu'il soit mélangé avec la masse des autres, la masse des autres qui faisait peur, la masse des autres qui avaient de mauvais résultats, le collège du quartier qui a pas bonne réputation. Chacun chez soi. Et donc du coup, chaque parent essaye à sa mesure de trouver des solutions pour sortir son enfant, pour contourner la carte scolaire, pour le mettre dans le privé. Et en fait, à mesure que ces mécanismes se sont installés, grosso modo à partir des années 80, on va dire, eh bien, ça a creusé en fait les différences entre les établissements scolaires et une forme de ségrégation. Et il y a eu, vraiment c'est de la caricature ce que je dis, hein, mais c'est pour aller vite, il y a eu en quelque sorte les établissements de pauvres et les établissements de riches. Pour aller Moi j'ai tout fait par exemple pour quitter ma banlieue pour aller étudier à Paris. Voilà. C'était ma chance. On me disait oui mais tu vas appauvrir entre guillemets ta banlieue mais oui mais je pensais à mon avenir. Exactement. Et en fait vous venez de résumer aussi un des points nodals de cette réflexion, c'est que y compris lorsque un bon élève, j'imagine que vous étiez un bon élève du coup rejoint un autre quartier ou etc. Eh bien en fait il laisse derrière lui un établissement et un quartier qui ne profite pas de sa plus-value, etc. Donc du coup qui s'appauvrit aussi. Donc en fait ça veut dire que des choix personnels peuvent avoir une incidence sur le bien-être collectif, car la ségrégation, c'est ce qu'on dit dans le livre, en fait elle produit du mal-être en quelque sorte. C'est Parcoursup qui est devenu le symbole quand même de ce mal-être, c'est-à-dire des parents qui se retrouvent démunis et peut-être des élèves et des futurs étudiants qui vont pas faire les études qu'ils souhaitent. Alors, venons-en à Parcoursup, mais juste une précision. Pourquoi elle produit du mal-être ? Elle produit du mal-être parce que du coup, comme vous avez deux types d'établissements tellement distincts, vous n'avez plus les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, etc. dans tous les établissements. Les enseignants vont réajuster leurs ambitions à la baisse. Il y a des problèmes de climat scolaire qui se créent dans des établissements où il n'y a que des problèmes sociaux, etc., etc. Et donc, du coup, il y a des inégalités académiques, de résultats scolaires qui sont absolument criantes et qui expliquent en grande partie nos faibles résultats dans les enquêtes PISA. C'est-à-dire que nos faibles résultats, c'est d'une certaine façon les établissements qui sont à la traîne qui les tirent vers le bas. Et donc, ça fait du mal-être collectif pour la France. Ça fait du mal-être collectif parce que les élèves qui sont dans les établissements qu'on va qualifier de pauvres rapidement, eh bien, ils ont du ressentiment parce qu'ils sont pas bêtes. Ils le voient bien. Ils se disent, mais en fait, on n'a pas du tout les mêmes chances que les autres. Nos destins sont gravés dans le marbre, etc. Et donc, du coup, pour la cohésion nationale, ça en pâtit vraiment. Et Parcoursup, comme la plupart des réformes éducatives menées depuis 2017 par ce gouvernement, est venu évidemment aggraver cette situation. Vous entendez le gong là, c'est comme à la fin de Pardon. Non, pardon, mais c'est important, mais, parce que c'est évidemment passionnant. Moi, je pourrais en parler encore. On pourra faire d'ailleurs une émission sur l'école. Pourquoi est-ce que Parcoursup est un problème ? Je le dis parce qu'on l'entend rarement, malheureusement, dans les médias. C'est parce que, en fait, ça grave encore plus les destins dans le marbre. Parce que dès lors que vous devez décider dès la classe de seconde, quel sera votre avenir d'enseignement supérieur, vous voyez bien que vous n'êtes pas du tout apte en classe de seconde à, avoir la maturité pour choisir les bonnes matières qu'il faudrait, etc. Puis de toute façon, vous les avez
n'avez pas forcément dans votre lycée. Enfin, c'est très compliqué. Donc, du coup, vous allez vers la facilité, vous allez vers le stéréotype, les choses qui vous sont faciles par essence. Et donc, du coup, vous coupez des portes pour l'enseignement Pour finir, supérieur. vous me faites la passe, vous parlez avenir politique, évidemment. Vous allez revenir ou pas? C'est une question qu'on vous pose, je suis pas le seul. Et si vous revenez là, parce qu'on parle d'urgence, vous revenez sous quelle couleur politique? Oh non, moi je suis de gauche. Non. Je veux dire, il n'y a pas de sujet. Mais là, est-ce que vous allez concrètement tenter d'être candidate à des législatives, à des élections, quelles qu'elles soient ou pas? Franchement, je ne dis pas non. Je ne dis rien de particulier, à vrai dire, sur ce sujet. Je pense que dans en la politique, vie, c'est un appel à candidature, ça. Je Bien ne dis sûr. pas non. Non, mais bien sûr, mais dans la vie, il faut aussi être ancré, pas simplement dans un territoire, les pieds bien sûr sur terre, mais aussi dans une réalité, dans un contexte. Donc moi, j'ai l'impression de ne m'être jamais vraiment retirée de la vie politique, pour être franche, même si je n'exerce pas de mandat à proprement parler, ce qui me permet finalement de ne pas avoir à faire d'annonce particulière pour y revenir. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, comme elle a commencé à reprendre un petit peu sur la fin la langue de bois, je pense qu'elle est de retour. Exactement. Par contre, j'ai reçu un petit message de Madame la prof qui dit Asdine était un élève sérieux mais très dissipé. Voilà, ça doit être une ancienne prof à toi. Mais c'est vrai, ça. Je lis le message là. Mais non, mais c'est vrai. Je suis partie du principe qu'il avait un bon résultat, moi. On a des relations. En tout cas, merci beaucoup Merci à vous. tous les deux, évidemment, Merci bien. pour ce grand Qahwa. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.